C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la République démocratique du Congo éliminée de la Coupe du Monde, mais héroïque. Les Léopards n'ont pas démérité face à l'Angleterre. Ils ont mené au score jusqu'à la 76e minute. Les réactions à Kinshasa dans ce journal. La Centrafrique ciblée par une attaque. Des hommes armés ont investi une localité dans le nord-est du pays ce mardi. Le bilan est pour l'instant incertain. Nous serons à Bangui dans cette édition. Et puis éboulement meurtrier en Côte d'Ivoire. Les pluies torrentielles ont provoqué des éboulements de terrain dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Le bilan est lourd, les recherches se poursuivent. Plusieurs habitations ont été ensevelies sous la boue. Reportage à suivre. Mais d'abord, l'autre affiche de ce soir pour la Coupe du Monde de football, Sénégal-Belgique. Les Lions de la Teranga vont affronter les Diables Rouges de la Belgique. On part tout de suite à Dakar, retrouver notre correspondant Eliman Dao. Eliman, l'attention est à son comble. Écoutez Mariam, absolument, l'attention est à son comble. À quelques minutes du coup d'envoi de ce match Sénégal-Belgique, on va suivre le match avec les supporters sénégalais dans cette fan zone qui est la plus grande à la place de la nation, où les Sénégalais sont sortis massivement, des milliers de Sénégalais qui vont suivre ce match et espérer une victoire des Lions de la Teranga pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je suis avec un supporter sénégalais, il s'appelle Babacar. Babacar, est-ce que vous êtes confiant pour ce match? Bien sûr, très même. On est très confiant parce que quand on a de bons joueurs comme les nôtres, on espère bien gagner ce match avec une victoire écrasante, avec les changements qu'on a vus, parce que notamment on a vu Iliman Ndiaye qui est titulaire. En plus, on a vu aussi Habib Diarra qui est titulaire à la place de Lamine Camara. Donc forcément, on est confiant et on espère gagner ce match avec une victoire très écrasante. Avec une victoire très écrasante, vous avez repris confiance après le début poussif du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Bien sûr, comme nous le savons tous, sur le premier match, c'est le coach qui avait fait des erreurs. Et le deuxième, c'est Khalidou Koulibaly qui avait fait des erreurs. Et maintenant, on a vu qu'il n'est pas titulaire. Il est remplacé par Pathé Ciss, qui est un milieu de terrain, mais qui joue très bien en défense. Donc, nous espérons bien qu'on va gagner ce match. Nous espérons bien qu'on ne va pas reprendre les mêmes erreurs qu'on avait fait dans les matchs précédents. Voilà, la confiance de mise chez les supporters sénégalais qui commencent à y croire. Il y avait beaucoup de déceptions après les deux premières défaites du Sénégal dans cette Coupe du Monde. L'espoir est de retour, surtout après la victoire 5-0 du Sénégal lors du dernier match face à l'Irak. Les supporters qui vont suivre avec beaucoup de ferveur et de passion ce match en espérant bien évidemment une victoire des Lions de la Teranga. Et on suivra également sur France 24 cette rencontre décisive pour le Sénégal. Et ils sortent la tête haute. Les Léopards sont entrés dans l'histoire avec une performance incroyable face à l'Angleterre ce soir. Ils ont mené 1-0 jusqu'à la 76e minute avant de voir leur rêve s'effondrer. À Kinshasa, les fans sont évidemment déçus, mais ils restent fiers de la performance de leurs joueurs. Sur place, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Ici, en plein centre de Kinshasa, sur la place royale, c'est un peu la douche froide. Les supporters sont venus nombreux pour soutenir leurs léopards. Alors avec ce premier but de Sipanga, dès la première mi-temps, eh bien, les supporters y ont cru. C'est toute une ville qui a exulté avec ce premier but. Mais finalement, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas résisté à la pression anglaise. Alors certains supporters nous l'avaient confié, gagner contre l'Angleterre, l'une des équipes favorites de ce mondial, eh bien, serait un exploit. Mais dans les fan zones de Kinshasa, les supporters congolais restent fiers de leur équipe. On est très fiers de vous les gars, vraiment, revenez au pays, on va très bien vous accueillir. En tout cas, c'est le Congo qui a gagné. Ils ont fait de leur mieux, première mi-temps excellente, deuxième mi-temps mitigée parce qu'on les a laissés jouer. On espère revenir plus fort. Pour moi, l'homme du match, c'est Lionel Passe. Il a vraiment défendu l'équipe nationale. Il a fait la fierté de notre pays. On est content pour ce peuple qui est magnifique. Et, moi, je viens de Brazzaville, je suis de Brazzaville. Et merci pour la RDC de nous avoir fait rêver.
On est très fiers de cette équipe, on est très fiers de l'Afrique et on continue de soutenir toutes celles qui sont encore en compétition. Les supporters nous l'ont dit, c'est quand même un moment historique. Cela faisait 52 ans que la République démocratique du Congo n'avait pas participé à une Coupe du Monde. Alors arriver en 16e de finale, c'est quand même une satisfaction pour les fans. Les Léopards ont fait vibrer toute une nouvelle génération de Congolais. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur la Coupe du Monde de football. Cette attaque en Centrafrique, des hommes armés ont investi une localité située dans la préfecture de Vakaga, dans le nord-est du pays. Ils en ont profité pour prendre le contrôle pendant une partie de la journée de cette localité. Pour l'instant, le bilan de l'attaque est incertain, mais différentes sources évoquent un assaut meurtrier. La correspondance à Bangui de Jefferson Cyrili Apende. Selon les autorités locales, l'attaque a été menée par des hommes armés affiliés au Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, dirigé par le chef de guerre centrafricaine Noureddine Adam, recherché par la Cour pénale internationale avec le soutien d'autres groupes rebelles venus du Soudan voisin, dont des éléments des forces de soutien rapides. Le bilan reste difficile à établir en raison de la coupure des réseaux de communication. Les autorités évoquent néanmoins plusieurs morts, de nombreux blessés ainsi que des militaires portés disparus, parmi lesquels le commandant de brigade de la gendarmerie territoriale. Face à l'intensité des combats, plusieurs habitants se sont réfugiés aux abords de la base de la MINUSCA. Dans un communiqué publié, la mission des Nations Unies en Centrafrique indique que 3 casques bleus zambiens ont été blessés, dont un grièvement. De son côté, l'état-major des forces armées centrafricaines rassure que la situation est désormais sous contrôle après des frappes aériennes contre les rebelles. L'état-major général des FACA tient à rassurer la population que la situation dans la zone est désormais sous contrôle et jugée stable. Les opérations se poursuivent en coordination étroite avec les FACA, les forces de la MINUSCA, les alliés russes et l'ensemble des unités du dispositif sécuritaire national afin de consolider les acquis, sécuriser durablement la zone frontalière et prévenir toute nouvelle tentative d'incursion. Même si les autorités militaires assurent poursuivre les opérations de ratissage afin de sécuriser durablement la zone, la population, quant à elle, reste sur le choc après cette nouvelle flambée de violence. En Côte d'Ivoire, les pluies torrentielles ont provoqué des éboulements de terrain dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Plusieurs habitations ont été ensevelies sous des tonnes de terre. Le bilan encore provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts. Les recherches se poursuivent. La correspondance à Abidjan de Makamara. Sous la boue, des maisons, des souvenirs et parfois des familles entières. Aïssatou a perdu son grand frère, l'épouse de celui-ci et leurs enfants. Mon frère, sa famille, sa femme. Et tout ça partit ensemble. Et tout ça partit ensemble. À quelques mètres de là, Isiaka fouille encore les décombres. Il espère retrouver quelques affaires, des traces d'une vie désormais ensevelie. Lui a survécu, mais dans la maison voisine, 10 personnes n'ont pas eu cette chance. Les gens sont venus à mon secours. Ils ont percé là, j'ai sorti, et fait sortir madame par là et les autres enfants. Et de l'autre côté là-bas, tous ceux qui se trouvaient là-bas, ils étaient déjà morts. Selon la météo, les pluies ont été d'une intensité exceptionnelle. En seulement 2 jours, près de 30% du cumul attendu pour toute la saison est tombé sur Abidjan. Sur Abidjan, on attend 414 mm de pluie. Quand nous faisons le cumul actuellement de ce qu'on avait enregistré depuis le début du mois de juin jusqu'à présent, on a enregistré 799 mm de pluie. Cette colline était déjà identifiée comme une zone à risque. Il y a eu des phases de sensibilisation et nos agents des services techniques ont même commencé à endommager certaines maisons. Mais le dos tourné la nuit, les gens reviennent. Au lendemain du drame, les opérations de recherche se poursuivent. Les équipes de secours fouillent les amas de terre à la recherche des personnes toujours portées disparues. Chaque heure qui passe réduit les chances de retrouver des survivants. Nous avons pu, à cette heure, faire sortir 4 victimes malheureusement décédées.
et il y a environ une dizaine de personnes qui manquent encore à l'appel. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement s'est réuni en urgence. Parmi les premières mesures annoncées figure l'évacuation des populations vivant dans les zones identifiées comme étant à risque. On en vient à cette affaire au Cameroun. Le mois dernier, un individu s'est rendu dans les locaux de la radio nationale à Yaoundé. Il y a déposé un pli fermé contenant 2 prétendus décrets présidentiels portant en nomination d'un vice-président de la République et d'un nouveau gouvernement. Suspicieux, le responsable de la radio n'a pas diffusé ces informations, mais les documents portaient les sceaux officiels de la présidence de la République, ainsi qu'une signature attribuée au président Paul Biya. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Aux abonnés absents depuis la révélation de cette affaire, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement est enfin sorti de sa réserve à travers un communiqué. René Emmanuel Sadi semble confirmer que les documents en question, un décret du président de la République nommant un vice-président et un autre sur la formation d'un nouveau gouvernement, portaient bel et bien les sceaux officiels de la présidence de la République. Les analystes estiment que ces vrais faux décrets s'inscrivent dans une dynamique de fin de règne et d'une bataille entre les différents clans qui lorgnent la succession de Paul Biya. Le communiqué du ministre camerounais de la Communication ne lève pas ses doutes en rappelant que la publication des documents officiels obéit à une procédure stricte et réglementée, d'autant plus lorsqu'il s'agit de décrets présidentiels d'une telle importance. L'individu porteur de ces documents a été interpellé et fait actuellement l'objet d'un interrogatoire par les services compétents pour reconnaître les ressorts de cette affaire. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.